Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais très bien. Je suis Dramé Mamoudou, consultant comptable financier et fiscaliste dans un cabinet d'expertise comptable. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre séance d'aujourd'hui va porter sur un élément qui est très important pour tout pratiquant comptable. Nous allons parler des principes de la comptabilité. Donc, la comptabilité, elle est régie par certains principes que chaque comptable doit appréhender, comprendre, maîtriser et mettre en application afin de donner une image fidèle de ses états financiers. Donc, sans plus tarder, je vais vous dérouler le sommaire de notre cours d'aujourd'hui. Comme sommaire, vous aurez en grand 1 une introduction et une généralité. En grand 2, les postulats comptables qui vont se décliner en postulat de l'entité, en postulat de la comptabilité d'engagement, en postulat de la spécialisation ou de l'indépendance des exercices, le postulat de la permanence des méthodes et enfin le postulat de la réalité économique sur l'apparence juridique. En termes d'introduction, nous allons être brefs. On sait que toutes les activités humaines sont régies par des lois, par des règles et des principes dans le but d'unifier l'information. En mathématiques, il y a des théorèmes. En mathématiques, il y a des principes que chaque apprenant doit comprendre, doit appréhender pour l'exploiter, pour l'adapter à la situation auquel il fera face. C'est pareil en comptabilité. La comptabilité aussi a ses principes. Ces principes-là ont été instaurés par l'organisation normative, l'OHADA, afin que les membres de l'organisation puissent parler le même langage en termes d'information financière. L'information financière ici doit être utile. Pour qu'une information financière soit utile, il faut 4 éléments. Le premier élément, l'information financière doit être compréhensible. Deuxième élément, l'information financière doit être pertinente. Troisième élément, l'information financière doit être fiable. Et quatrième élément, l'information financière doit être comparable. L'information financière ici inclut le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie et l'état des informations complémentaires qu'on appelle les notes annexes. Dans une prochaine vidéo, je vais m'attarder sur les différentes caractéristiques que doit avoir une information financière. Les 10 principes instaurés par l'OHADA sont classés en 2 groupes qui sont les postulats comptables, les conventions comptables. Donc, les 10 principes là qui ont été instaurés par l'OHADA sont classés en 2 catégories. La première catégorie constitue les postulats comptables et la seconde catégorie constitue les conventions comptables. Quel est l'objectif de ces 10 principes que l'OHADA a institués afin que chaque comptable, chaque dirigeant d'entreprise puisse s'aligner là-dessus? Ils permettent de fournir une image fidèle de la situation financière et des résultats de l'entreprise. C'est là leur objectif principal. Sans plus tarder, parlons-en des postulats comptables. Les postulats comptables sont au nombre de 5. Nous avons dans un premier temps le postulat de l'entité, le postulat de la comptabilité d'engagement, le postulat de la spécialisation des exercices ou de l'indépendance des exercices, le postulat de la permanence des méthodes, le postulat de la réalité économique sur l'apparence juridique. Sans plus tarder, décortiquons chaque postulat
comptable. Décortiquons le postulat de l'entité. L'entité étant soit une personne morale, soit une personne physique à sa propre carte d'identité qui ne doit être confondue à celle des dirigeants ou propriétaires. Donc si l'entreprise a sa propre identité qui n'a rien à voir avec l'identité des dirigeants ou des propriétaires, ça veut dire que l'entreprise aussi a son propre patrimoine qui n'a rien à voir avec le patrimoine de ses dirigeants et de ses propriétaires. Donc, le postulat de l'entité vient nous dire que il faut faire une distinction entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine de ses dirigeants. Ce postulat vient pour dire que seules les transactions de l'entité sont prises en compte dans les états financiers de l'entreprise et non les transactions de ses dirigeants ou de ses propriétaires. Pour illustration, prenons le cas d'une entreprise qui décaisse un montant de 50 000 francs pour s'approvisionner en fourniture de bureau. Comment allez-vous traiter cette information selon le postulat de l'entité? Elle est très simple. L'opération que l'entreprise a engagée, c'est dans son propre intérêt. Donc, cette opération doit entrer dans le patrimoine de l'entreprise. Par conséquent, elle sera comptabilisée à partir d'un compte de charge car elle participe à la formation du résultat de l'entité. L'opération là est engagée dans l'intérêt de l'entité. Donc, nous avons l'obligation de retranscrire cette opération-là dans la comptabilité de l'entreprise en la mettant dans un compte de charge car elle participe à la formation du résultat de l'entité. Là, c'était une première illustration. Voyons-en la seconde illustration. La seconde illustration, prenons le cas de M. Tano, qui est propriétaire de l'entreprise Ursula. Il prend une somme de 150 000 francs dans l'entreprise pour ses dépenses personnelles. Peut-être que c'est pour payer sa facture d'électricité, peut-être que c'est pour payer sa facture d'eau, je ne sais pas, mais il engage ces fonds-là pour ses dépenses personnelles. Comment traitez-vous l'information selon le postulat de l'entité? Nous savons que le postulat de l'entité nous dit, dans un premier temps, que le patrimoine de l'entreprise est différent du patrimoine de ses dirigeants. Là, c'est un premier point. Ça nous amène à dire que cette opération, normalement, ne contribuera pas à la formation du résultat de l'entreprise Ursula, car elle n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans l'intérêt de son dirigeant ou de son propriétaire qui est M. Tano. Donc, comme réponse, nous avons dit que l'opération réalisée ne sera pas prise dans les états financiers de l'entreprise Ursula, car elle concerne les propres dépenses du propriétaire. Elle ne participera pas à la formation du résultat de l'entreprise. Maintenant, comment faire pour traiter cette information dans les livres de la société ou de l'entité Ursula? C'est très simple. Nous n'allons pas mettre cette opération dans un compte de charge, sinon ça va participer à la formation du résultat de l'entreprise. Donc, c'est comme si le propriétaire de l'entreprise doit 150 000 francs en termes de dette à la société Ursula. Donc, ce qu'on fait ici pour traiter cette information financière, on ne fera que débiter le compte 46, qui est le compte courant associé du dirigeant, par le crédit du compte de trésorerie, que ce soit par la caisse, que ce soit par la banque, peu importe. Cette façon de comptabiliser indique une dette de l'associé vis-à-vis de l'entité
qui doit être remboursé. Donc là, c'est le postulat de l'entité. C'est de créer une distinction entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine de ses dirigeants ou propriétaires. Passons au postulat suivant. Le postulat suivant est le postulat de la comptabilité d'engagement. Le postulat de la comptabilité d'engagement précise que toutes les transactions ou événements qui se produisent doivent être pris en compte dans les journaux de l'entreprise sans attendre l'encaissement ou le décaissement. Ça veut dire quoi? Une illustration ici, si l'entreprise Coca Foot, le 1er et 5e mois 2022, achète auprès de son fournisseur des équipements sportifs à hauteur de 50 millions de francs CFA à crédit. Comment l'information sera traitée? En fonction du postulat de la comptabilité d'engagement. La comptabilité d'engagement nous dit qu'il ne faut pas attendre qu'une opération soit réglée avant de prendre en compte dans notre comptabilité. Une fois que nous nous sommes engagés, il faut prendre immédiatement l'information dans notre comptabilité. Donc, le fait que Coca Foot a pris donc l'engagement le 1er et 5e mois 2022, elle a acheté des équipements sportifs auprès de son fournisseur à hauteur de 50 millions de francs CFA mais à crédit. Nous allons comptabiliser, constater l'achat que l'entreprise Coca Foot a effectué le 1er et 5e mois 2022. Ok? Donc, on ne va pas attendre d'abord le règlement de cette opération-là et maintenant transcrire dans notre comptabilité. La comptabilité d'engagement ne nous dit pas cela. Une fois qu'on a engagé une opération, immédiatement, nous devons transcrire cette opération dans notre comptabilité. C'est pareil pour les constitutions. Parfois, il y a une écriture, on appelle écriture de promesse d'apport. C'est vrai que les différents actionnaires ou investisseurs n'ont pas encore apporté les fonds, mais une fois qu'il y a eu l'engagement, il y a une volonté ici, on va transcrire que les associés de l'entreprise ont promis donc mettre telle somme à la disposition de l'entreprise. Raison pour laquelle, dans les écritures de constitution d'une société, on marque toujours la promesse d'apport. Passons au postulat de la spécialisation des exercices. Le postulat de la spécialisation des exercices ou de l'indépendance des exercices. Le postulat de la spécialisation des exercices permet de rattacher à chaque exercice comptable les charges et les produits qui le concernent. Donc, ça veut dire quoi? Si je suis en train de faire les états financiers de 2022, je ne peux pas aller prendre une charge qui est née de 2021 pour la rattacher à l'exercice 2022. Donc, le postulat de la spécialisation des exercices nous proscrit cela. Parce qu'il y a un terme ici qui est très important, le fait de spécialiser, de rendre indépendant chaque exercice comptable. Pour illustration, prenons l'entreprise Colo qui a intégré une compagnie d'assurance santé. Elle a dépensé 60 000 francs. Donc, elle intègre une compagnie d'assurance santé. Elle dépense 60 000 francs CFA. La date d'effet de l'assurance est marquée le 1er 5e mois 2022 et la date d'échéance est le 1er 5e mois 2023. Ça veut dire que l'assurance commence le 1er 5e mois 2022 et prend fin le 1er 5e mois 2023. Comment allons-nous traiter cette information selon le postulat de l'indépendance des exercices? Nous constatons déjà que l'assurance s'étend sur deux exercices distincts. Donc, il y a une charge qui sera rattachée à l'exercice 2022 et l'autre charge
à l'exercice 2023. Donc, supposons que nous sommes en train de faire la comptabilité, nous sommes en train de faire les états financiers de l'exercice 2022. Comment allons-nous traiter cette information? Donc, pour traiter cette information, nous allons dégager la part des différentes charges qui sont liées à l'exercice 2022 et la part des différentes charges liées à l'exercice 2023. Pour trouver la charge qui est liée à l'exercice 2022, nous allons procéder par un décompte. Du 1er 5e mois 2022, qui est la date d'effet de l'assurance santé, jusqu'au 31 12e mois 2022, on constate qu'il s'écoule ici 8 mois. Donc, sur l'exercice 2022, l'entreprise va exploiter la prime d'assurance santé sur 8 mois. Donc, on va calculer au prorata temporis en faisant 60 000 francs multiplié par 8 sur les 12 mois. On aura un montant de 40 000 francs CFA. Pour l'exercice 2023, il suffit de faire la différence entre le montant global de l'assurance moins les 40 000 francs qui va nous donner 20 000 francs CFA. Pendant la comptabilisation, comment il faut se comporter? Il faut prendre au débit du compte 625 primes d'assurance le montant de 40 000 francs. Au débit du compte 476 charges constatées d'avance, le montant de 20 000 francs, par le crédit du compte 401 du montant de 60 000 francs. On utilise le 625 pour enregistrer le montant de 40 000 francs parce que c'est cette charge-là qui est rattachée à l'exercice, donc elle va contribuer à la formation de l'exercice courant 2022. Car on sait tous que le résultat d'une entreprise est donné par la différence entre ses produits et ses charges. On utilise le compte 476 ici parce que ce montant-là de 20 000 francs ne contribuera pas à l'exercice, au résultat de l'exercice 2022, mais au résultat de l'exercice 2023. Comment nous devons nous comporter pendant l'exercice 2023 au moment de la comptabilisation de cette charge qui correspond à 20 000 francs? Il suffira simplement de transférer le compte 476 charges constatées d'avance dans le compte de charge 625. Donc, on va débiter le 625 prime d'assurance, 20 000 francs, par le crédit du compte 476 charges constatées d'avance, 20 000 francs. Ça veut dire qu'on met simplement les 20 000 francs en charge en 2023 parce que ces 20 000 francs vont participer vont contribuer à la formation du résultat de l'entreprise au courant 2023. Si vous remarquez bien, vous allez voir que le 476 en 2022 était crédité, était débité autant pour moi. Et pendant l'exercice 2023, nous avons crédité. Donc, on a contrepassé l'écriture ici. C'est comme si on annulait le compte 476. Le postulat de la permanence des méthodes précise que le comptable doit maintenir la même méthode pour l'élaboration des états financiers d'une année à une autre. Donc, les méthodes d'évaluation des biens et de présentation des états financiers doivent être constantes d'un exercice à l'autre, sauf changement exceptionnel justifié dans les conditions d'activité de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise a l'habitude d'utiliser le coût moyen pondéré pour évaluer ses stocks, cette entreprise doit maintenir cette méthode d'évaluation des stocks pendant la vie de l'entité. L'objectif de ce principe-là, c'est d'assurer la cohérence des informations comptables dans le temps et permet la comparaison de ces informations dans l'entreprise elle-même et entre les différentes entreprises. Le postulat de la réalité économique sur l'apparence juridique. Ce principe indique que face à une opération complexe, il ne faut s'arrêter à la seule lecture superficielle ou juridique de cette transaction, mais rechercher sa réalité économique. Ce principe permet d'assurer la fidélité de l'information financière de l'entreprise. Prenons un cas simple pour que tout le monde puisse comprendre. Un actif qui est loué en crédit bail
normalement, juridiquement, n'appartient pas à l'entreprise, mais elle en a l'usage économique permanent, donc il est légitime de retraiter cette opération en comptabilisant l'actif comme s'il appartenait à l'entreprise. Normalement, quand on prend un bien en crédit bail, ce n'est pas notre propriété. C'est soit la banque qui met ce bien à notre disposition. Sur le plan juridique, nous, ça ne nous appartient pas, mais on utilise ces biens-là à des fins utiles au fait, pour avoir de l'argent. Donc, on dit de faire fi de l'apparence juridique et de se concentrer sur la réalité des choses, sur la réalité économique. Donc, on va retraiter cette opération en comptabilisant l'actif comme s'il appartenait à l'entreprise. Ça, c'est une première illustration. Une deuxième illustration, une entreprise se rapproche auprès d'une structure de placement de vigile. La structure lui octroie un vigile pour le gardiennage de ses locaux en contrepartie d'une somme ou d'une rémunération de 100 000 francs. On sait tous que sur le plan juridique, il n'y a pas de contrat direct entre le vigile et l'entreprise. Mais il y a un contrat direct entre l'entreprise et la compagnie d'assurance. Donc, si on veut s'arrêter sur l'aspect juridique des choses, on ne va pas tenir compte de cette transaction-là, de cette opération dans notre comptabilité. Mais le postulat de la réalité économique sur l'apparence juridique nous dit de faire fi de l'aspect juridique et de nous concentrer sur la réalité économique. Donc, nous allons comptabiliser cette rémunération dans le compte des charges de personnel de l'entreprise. En réalité, l'entreprise n'a pas de contrat direct, comme je le disais tantôt, avec le vigile, mais avec la structure de gardiennage. Par conséquent, la réalité économique primera sur l'apparence juridique. Je vous remercie pour l'attention. Par la grâce de Dieu, nous venons d'achever avec les postulats qui régissent la comptabilité, chose donc qui était vitale, importante, essentielle pour tout apprenant de la comptabilité. La séance prochaine, nous verrons les conventions comptables afin de clore cette première partie de notre formation. Pour tous vos besoins, vous pouvez nous joindre au 07 47 76 21 45. Encore une fois, merci à vous et passez une excellente journée. À très bientôt.